En mars 2024, Kim Jae-jung, ancien membre du groupe TVXQ et membre du groupe JYG, a enfin pu apparaître pour la première fois depuis 15 ans dans une émission de télé coréenne. Mais pourquoi depuis 15 ans il n'a pas pu mettre les pieds dans une émission? Pourquoi a-t-il autant évité les médias jusqu'à créer d'ailleurs sa propre chaîne YouTube où il invite les idoles et où il peut justement leur poser les questions comme n'importe qui d'autre? Pourquoi Jae-jung a autant été décrié et autant été mis à l'écart? C'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui dans ce Soshi News. Prenez place, on va en discuter tous ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis Audrey de la chaîne Jistan Soshi, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez entendu dans l'intro, on va aujourd'hui parler de l'idole Kim Jae-jung. Alors, on dit Jae-jung parce que normalement quand j'ai lu le hangul c'est Jae-jung. Mais moi j'ai toujours dit Jae-jung. Donc il y a des moments où je pense que je prononcerai très mal son nom. Donc petit disclaimer sur ça, je risque de mal prononcer le nom de Jae-jung, donc s'il vous plaît ne le prenez pas mal, d'accord? Je sais que des fois ça hérisse le poil quand on entend quelqu'un mal prononcer les noms, mais bon écoutez, entre Jae-jung et Jae-jung, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Oui, mais on va essayer de faire avec. Bref, en tout cas, comme vous l'avez entendu dans l'intro, aujourd'hui on va donc parler, comme j'ai dit, de Kim Jae-jung et surtout en fait de TVXQ et JYG. On va parler en réalité d'un des plus gros scandales et d'un des plus gros procès qui a existé à un moment donné dans la K-pop et surtout dans la seconde génération de la K-pop. Au moment où moi je suis arrivée dans la K-pop, c'est vraiment l'affaire que j'ai découvert et qui m'a vraiment mis dans le bain, où j'ai découvert que ouais, la K-pop c'est pas... On commence vraiment à se rendre compte que c'est pas aussi mignon que ça a l'air. Et justement avec Jae-jung qui en début d'année a pu enfin retourner dans une émission de télé coréenne, en fait j'ai trouvé l'information tellement importante et peu de personnes en ont parlé, alors qu'en réalité pour moi par rapport à toute l'affaire, genre c'est un avancement de malade, genre c'est vraiment, on peut enfin tourner la page. Mais c'est vrai que les nouveaux fans de K-pop peut-être ne sont pas au courant ou ne s'y intéressent peut-être pas forcément, et c'est pour ça que je me suis dit écoutez, j'ai envie de parler de TVXQ depuis un moment, j'ai envie de faire une vidéo sur TVXQ mais je savais pas comment la tourner. J'ai envie de parler en fait de leurs chansons qui sont incroyables et pourquoi pas justement utiliser voilà notre petit Kim Jae-jung, hein, qui a montré que la page peut se tourner après des procès avec quand même l'une des plus grosses agences de l'entertainment coréenne. Et écoutez, on va donc reprendre tout à zéro, on va discuter autour de Jae-jung. Alors je vais quand même parler un peu de TVXQ mais pas jusqu'au bout du coup, vu que Kim Jae-jung n'est pas resté jusqu'au bout dans le groupe. Donc vous savez déjà procès, mais on en parlera après du coup. Donc je n'irai pas au bout. Pareil pour JYG, je vais vraiment rester un peu, alors je vais pas dire vague, je vais quand même donner des noms de musique, etc. Vous donner des extraits comme j'ai l'habitude de faire dans mes Soshi Time. Mais quand même, c'est vrai que je vais pas aller aussi profondément, vu que je vais pas faire Wikipédia et biographie à fond. C'est vraiment, on va dire, essayer de, alors je vais pas dire synthétiser parce que là ça fait déjà 3 minutes que je parle. La vidéo va être longue. Je vous le dis, en plus il y aura des anecdotes sur anecdotes, donc je vous le dis. La vidéo va risque d'être longue, mais c'est vrai que ce sera pas forcément biographie, il y a un peu un côté quand même historique que je vais faire, mais aussi, moi je vais vous conseiller des chansons à côté, et aussi un peu donner mon avis. Donc c'est un mélange de tout ça, donc ce qui fait que si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez Notiljon, vous avez Wikipédia, et vous avez plein d'autres sites. Voilà, mais bref, trêve de bavardage, on va donc aujourd'hui parler de l'histoire de Kim Jae-jung. Le 1er janvier 1986 va naître notre acteur du jour, Kim Jae-jung, dans une famille coréenne qui possède déjà 8 enfants et surtout 8 filles. Dans cette famille qui attendait le garçon un peu comme le messie, ils sont heureux d'accueillir notre petit Kim Jae-jung. Jae-jung va donc grandir dans les années 90 et va découvrir la K-pop, surtout le début de la K-pop. À cette époque-là, il y avait 2 groupes qui faisaient vraiment rage. Parmi les groupes masculins, on retrouvait Chesky's et on retrouvait également H.O.T.
Et Jaejung va vraiment être impressionné par H.O.T et va rêver de pouvoir être à leur place et de pouvoir performer sur scène car il adore ça. Il va donc partir tout seul à la capitale lorsqu'il n'aura que 15 ans pour pouvoir réaliser son rêve et espérer pouvoir entrer à la SM Entertainment. À savoir que sa famille n'est pas forcément des plus riches, ils ont beaucoup d'enfants et malgré tout ils les aiment de tout leur amour et leur donnent tout ce qu'ils peuvent leur donner. Mais malgré tout, Jaejung va devoir donc travailler, arriver à Séoul pour pouvoir subvenir à ses besoins. Il va également donc passer l'audition en 2001 à la SM Entertainment et sera tout de suite pris. Il va donc être trainee pendant une certaine période de temps tout en travaillant à côté parce que comme j'ai dit, il n'est pas riche et ça coûte de l'argent de vivre en tout cas seul à Séoul. Très rapidement, Kim Jae-jung va attirer l'attention du personnel de la SM Entertainment et également de Lee So-man. Ils vont voir vraiment du potentiel dans ce garçon et ils vont vouloir donc le faire débuter avec d'autres trainees qui ont également un très grand potentiel. On va retrouver Yuno, Ichul et également Kangin. Ces noms ne vous sont bien entendu pas inconnus car Kangin et Ichul vont débuter plus tard dans Super Junior et Yuno sera bien sûr le prochain compagnon de voyage de Kim Jae-jung dans son futur groupe. Donc comme vous l'avez deviné et comme on le sait très bien, le groupe va finalement pas voir le jour mais malgré tout Lee So-man va quand même garder ces petits artistes là et aura une idée et va vouloir donc créer un nouveau groupe de K-pop avec 5 membres. Le nom du groupe n'était pas si évident que ça, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont réfléchi au nouveau groupe de la SM Entertainment, ils ont eu plusieurs idées, surtout Lee So-man a eu plusieurs idées et je vais vous les lire parce que forcément vous imaginez bien que je n'ai pas retenu, c'est assez long. On avait Ojong Yukbuk qui signifie les 5 viscères, on avait Jonsorul Moko Saningore qui signifie une baleine qui dévore les légendes et ensuite on avait le nom Dongbong Pulpe qui signifie l'invincibilité de l'Est. Et en réfléchissant justement à ces noms-là, c'est Dongbong Pulpe qui finalement va mieux sonner que les autres. Ils vont décider de pouvoir utiliser ce nom. Et en discutant avec une connaissance, cette connaissance dira à Lee So-man Dongbong Pulpe, ouais c'est bien, mais pourquoi pas Dongbong Shinki? Et c'est comme ça qu'en fait que le nom du groupe va changer parce que justement ça sonnait bien mieux et que les Dongbong Shinki ou DBSK, à l'époque on les appelait encore DBSK, sont nés et donc dans le groupe on va retrouver donc Yuno, on va retrouver Junsu, on va retrouver Yuchun, on va retrouver Changmin et on va également retrouver notre fameux Kim Jae-jung. Ils vont donc débuter à 5 le 23 décembre 2003 avec le titre Hug qu'ils vont interpréter et également un autre titre de Boa qu'ils vont interpréter en a cappella dans une émission de télé et ce sera en janvier 2004 que le titre va enfin sortir avec un MV et un single. La chanson va avoir quand même pas mal de succès parce que Hug en fait va représenter la partie un peu pure des jeunes garçons avec des vocalises vraiment incroyables et de très beaux visuels. Puis cette même année, en juillet, ils vont également sortir notre single qui va s'appeler The Way You Are pour pouvoir poursuivre un peu et garder un peu leur petite fanbase, leur dire on est encore là, vous inquiétez pas, on vient et on vient pas pour n'importe quoi. Et le 13 octobre 2004, le groupe va donc revenir avec le titre Triangle qui sera totalement différent en termes de style musical et visuel du groupe. Justement, ça prouve et ça montre un peu justement au public que les Dongbong Shinki ce sont pas seulement de très beaux visuels et de très bons chanteurs, même si c'est déjà énorme, mais ils peuvent également très bien danser et pouvoir être cool. Donc on va vraiment passer du côté très mignon, très pur à quelque chose de beaucoup plus stylé et aussi d'expérimental parce que on va retrouver de la musique classique, à savoir qu'ils sont pas les premiers non plus à faire ça. La SM ils aiment bien mettre de la musique classique et ils seront pas les derniers. Exemple en date, le dernier exemple en date, on a Feel My Rhythm des Red Velvet. Voilà, pour vous dire, la SM Entertainment dans leurs producteurs, ils adorent. À la musique classique, ils adorent. Ah, ils aiment beaucoup. Hein, ils aiment beaucoup. Donc bon, comme je dis, ils ne seront pas les premiers. Ce sera vraiment innovant et même dans le style visuel, ils vont avoir des coupes de cheveux qui vont rester dans les annales. Hein, on va tous se rappeler des coupes de cheveux dans Triangle. On se rappelle tous. Et je vais être totalement honnête, j'étais pas fan de Triangle quand j'ai commencé la K-pop. Voilà. Aujourd'hui, la chanson elle passe crème, mais à l'époque. J'étais pas, mes oreilles étaient pas prêtes. Ah, mes oreilles étaient pas prêtes. On passe en 2005. 2005, les Dongbong Shinki vont débuter au Japon avec Stay With Me Tonight.
Faut savoir que la SM Entertainment a vraiment pour objectif en fait de s'étendre dans l'Asie. Ils avaient déjà commencé avec Boa et ils ont voulu continuer justement avec Dongdong Shiki, et dans le nom on a vraiment le côté S, Invincibilité de l'Est. On sent vraiment qu'il avait envie que justement les garçons puissent avoir vraiment un pas dans toute l'industrie asiatique, et c'est ce qu'il va donc essayer de faire en les faisant débuter en 2005 au Japon sous le label Avex. Il faut savoir quand même que c'est un très gros label pour les personnes qui ne suivent pas du tout la musique japonaise. Avex, c'est pas n'importe qui, ils ont de très gros artistes en fait sous ce label là. Je vais pas vous mentir que moi quand j'entends Avex je me dis ah oui, généralement quand tu débutes sous Avex, t'es sûr d'avoir du succès. Genre vraiment, ils ont les plus gros. Ils vont donc débuter là-bas, mais c'est parce qu'ils sont sous Avex et qu'ils sont quand même parmi les plus gros. Bon, on est quand même en 2005. Ils vont quand même avoir du mal, ils vont faire quand même quelques musiques pour pouvoir toucher le cœur des Japonais, même si en Corée du Sud le cœur avait déjà été touché. Et cette même année, en 2005, ils vont sortir donc leur second album. Le titre sera donc Rising Sun, qui sera également différent des deux premières titles qu'on a eu, tels que Hug et Triangle. Ce sera un peu un mélange, on va les voir danser, ce sera un peu pop, ce sera un peu rock. Vraiment, on trouve le côté expérimental de la SM Entertainment et ce que Lee So-man a toujours voulu faire. Voilà, on va pas se mentir, et aujourd'hui on dit oui, c'est un peu expérimental. Lee So-man a toujours été dans ça. Il a toujours aimé faire des choses différentes. Lui, il a toujours été dans l'innovation. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo sur la DSP Media parce que j'ai fait un Sushi Time où j'expliquais un peu l'évolution de la DSP Media et le pourquoi en fait il y a eu un déclin. Et dans cette vidéo-là, j'expliquais que la DSP Media s'est énormément inspirée de la SM Entertainment. En fait, dès que la SM testait des trucs, t'avais la DSP qui faisait à peu près pareil, mais le faisait différemment. C'est-à-dire qu'il copiait, mais pas totalement pareil. Il regarde la concurrence et dit, ça marche ça. Je sens que ça va marcher, je fais pareil. Vous voyez, genre on avait H.O.T, on a eu Seskiz. Voilà. On a eu SIS, on a eu Finkel. Voilà, c'est vraiment pour vous dire, il y a vraiment eu cette copie là, mais je vous invite fortement à aller regarder la vidéo de la DSP Media si ça vous intéresse, et surtout si vous voulez en apprendre plus justement sur cette agence qui est vraiment trop sous-cotée. Vraiment, elle est tombée plus bas terre, mais vraiment cette agence, il y avait Kara les gars, il y avait Double S01, il y avait les Rainbow. Non bref, on en parlera de... De toute façon, j'en ai déjà parlé. J'allais dire on en parlera une autre fois, mais j'en ai déjà parlé. Donc, allez regarder. Je fais ça, mais le i, je l'ai certainement déjà mis et je peux pas le remettre. Donc, allez regarder cette vidéo si, bien sûr, ça vous intéresse. Bref. En tout cas, les garçons, vraiment, ils sont vraiment dans cette innovation et ça va plutôt bien prendre avec le public coréen, mais également avec le public en Asie, car en 2006, ils vont pouvoir faire leur première tournée et leur premier Asia Tour. Et en fait, pour Kim Jae-jong, 2005 et 2006, c'est justement une période qui sera assez difficile pour lui dans le côté personnel, mais également le côté professionnel. En fait, entre 2004 et 2005, on ne sait pas vraiment la période. Kim Jae-jong va apprendre dans sa vie personnelle qu'il a en réalité, il n'est pas Kim Jae-jong, il ne s'appelle pas comme ça, mais il s'appelle en réalité Han Jae-jun et il aurait été adopté. Et en fait, ce sera en 2006, c'est pour ça que j'ai avancé aussi loin dans le temps. En 2006, un journaliste en fait va tomber sur les documents d'adoption qui apparemment n'étaient pas du tout en règle et a voulu donc mettre ça un peu sur le devant de la scène. Et en fait, la réalité des choses, c'était quoi? C'est que la famille de Han Jae-jun, du coup, vu que c'est plus Kim Jae-jong, n'avait pas les moyens de s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'ils étaient plutôt pauvres, ils avaient déjà 2 enfants et ils ne pouvaient pas prendre soin en fait de Kim Jae-jun. Et en fait, ils ont donc confié Jae-jun à une autre famille qui avait déjà 8 enfants, qui attendaient d'avoir un garçon avec impatience et qui ont donc pris soin de Jae-jun. Mais au final, on découvre quand même que la manière dont ils ont été adoptés ne s'est pas fait forcément de manière assez officielle. Il n'y a pas de manière officielle et on va dire légale. Et le truc c'est que la famille justement biologique de Jae-jun va se réveiller entre 2004 et 2005 pour pouvoir en fait reprendre la main sur Jae-jun, pouvoir dire mais en fait t'es notre fils, on veut faire partie de ta vie. Alors je vais pas vous mentir que moi personnellement quand j'ai entendu parler de ça, j'étais assez mitigée parce que c'est vraiment au moment où il commence vraiment à percer en tant que membre de Dongdong Shiki que sa famille biologique réapparaît. Alors pour moi, comme je dis, je suis mitigée parce que je me dis forcément en tant que parent, surtout si tu as confié ton enfant parce que tu n'avais pas les moyens, c'est pas que tu n'en voulais pas, c'est que tu n'avais pas les moyens, je peux comprendre que ça déchire le cœur et que tu as envie d'avoir des contacts avec ton enfant. Mais en même temps, je me dis réapparaître pile poil les années où ça pète pour Dongdong Shiki, j'admets que je trouve ça fait un peu intéressé. Surtout qu'en plus je crois que si je dis pas de bêtises, la mère de Jae-jun a même déjà participé à une interview où elle a d'ailleurs avoué qu'il n'est pas né le 1er janvier 1986 mais il est né le 4 février 1986. Donc je me dis elle est comme allée faire des interviews.
Mais bon, je pense que les gens, le public voulait savoir. Mais quand même, je vous assure que je suis restée assez mitigée par rapport à cette information-là. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, Jae-jung, parce qu'on va continuer à l'appeler Jae-jung, il va quand même garder contact en fait avec sa famille biologique. Il va pas vouloir couper les ponts avec eux. Il va dire ok, sauf que ça allait poser problème apparemment. Il a dit non, écoutez, moi je vais pas rentrer dans des espèces de guéguerres. On va être bien. Voilà, on va être bien tous ensemble. Il y a déjà ce gros bouleversement de ce côté-là. En 2005 aussi, Jae-jung va se blesser et ne va d'ailleurs pas pouvoir participer, si je ne dis pas de bêtises, à l'élaboration du clip Rising Sun. Il va devoir être assis en fait pour les performances et on le verra. En fait, il va participer au clip mais ne va pas danser parce que je crois qu'il se sera pété la rotule ou quelque chose comme ça. Ouais, il se pète le genou et tout. Pas très cool. Pas très cool. Donc là déjà 2005, 2004, 2005. C'est l'explosion pour Dong Bong-shiki, mais pour lui personnellement ça commence un peu à vaciller. Et en 2006, l'année où justement ils sont censés faire le Asia Tour, il va être dans un gros scandale. En fait, Jae-jung, on va apprendre qu'il va conduire en état d'ébriété et il va être arrêté par la police. On va lui enlever son permis et son label avec Strax, label japonaise, va en fait l'empêcher de participer au Asia Tour. Pourquoi? Ça peut paraître... On va pas se mentir, c'est des choses qu'on entend énormément aux États-Unis, en France, etc. C'est mal. Je tiens à préciser, hein, parce qu'on va pas dire ouais, je défends. C'est très mal. Ne conduisez pas sous l'effet de l'alcool. Vous pouvez non seulement mettre en danger votre vie, mais également la vie d'innocents. C'est déjà arrivé plein de fois que des personnes se retrouvent dans des accidents et que certaines personnes même perdent la vie à cause de cet acte qui est quand même irresponsable. Donc les gens ne faites pas ça. Ne prenez pas la voiture si vous avez bu. De toute façon, si vous êtes mineur, vous ne buvez pas déjà. D'où vous buvez? Vous buvez pourquoi? Et ensuite, si vous êtes majeur, ne prenez pas la voiture. Vraiment, ne prenez pas la voiture si vous avez bu. Comme je l'ai dit, non seulement vous vous mettez en danger, vous mettez également en danger d'autres personnes qui n'ont rien demandé. Donc, dans ce cas-là, forcément, vous imaginez, en plus, Jae-jung, c'est une idole. Et les idoles au Japon et en Corée, c'est exactement la même chose. Ils sont censés quand même avoir une image assez pure, une image assez stricte. Et surtout, ils sont censés pouvoir être en fait un modèle. Comment tu peux avoir un modèle qui fait ça? Surtout qu'on sait aussi que la culture de l'alcool est assez forte quand même en Corée du Sud et au Japon. Et c'est des choses qui arrivaient déjà. D'ailleurs, 2006-2007, c'est un peu une période où, par exemple, donc pour les idoles japonaises, on avait le cas avec News. Alors, je dis 2006. Je sais plus si c'est 2005, 2006. En tout cas, c'est dans ces eaux-là. Il y avait deux idoles japonaises du groupe News. Alors, groupe dont j'ai envie de parler sur ma chaîne secondaire. Parce que j'ai une chaîne secondaire qui est à l'abandon. Elle est décédée, cette chaîne. Mais elle existe encore. Et j'avais fait en fait une vidéo sur la Johnny's Entertainment qui est un des labels les plus... Enfin, qui était l'un des labels les plus puissants au Japon et qui crée justement beaucoup d'idoles à succès. Et donc, j'avais fait une pour introduire un peu la Johnny's Entertainment et une vidéo sur les AC Jump qui est un groupe justement qui vient de cette agence que j'adore. Et je comptais faire en vidéo suivante les news. Voilà, là où moi je m'en parle un petit peu, ça a été le cas. Il y avait deux membres du groupe News. En plus, si je dis pas de bêtises, ils étaient mineurs en plus à l'époque. En tout cas, ils étaient très jeunes. Et on les avait surpris justement en train de boire et conduire en état d'ébriété. Enfin bref, ça avait fait tout un scandale. Et les gars, justement, ils ont été virés du groupe. Hein. Voilà, donc c'est vraiment pour vous dire, chez eux, c'est hyper strict comme ça l'est en Corée du Sud. Mais c'est vrai que malgré tout, à l'époque, Jae-jung, il est extrêmement populaire. Les gens ont envie de le voir performer. Il n'est rien arrivé de grave, sa vie n'a pas été mise en danger finalement et il n'a pas touché qui que ce soit, il n'a pas fait d'accident en fait. Il n'y a pas eu d'accident, c'est vraiment, au moins on a juste vu qu'il était sous et puis on a dit vas-y frérot tu donnes ton permis. Mais il ne s'est rien passé de grave en tant que tel, même si ce n'est pas à faire, d'accord? Mais tout ça pour dire que justement Jae-jung, bon, comme il n'a pas fait d'accident et que lui sa vie ça va, les fans ont dit écoutez, nous on veut le voir en concert, ça va, il a mal fait, mais il a mal agi, mais on veut le voir. Les membres du groupe également vont protester contre la Avex Trax. Et finalement, avec les protestations des fans et des membres du groupe, finalement la Avex va autoriser à Jae-jung de participer donc au premier Asia Tour de Dong Bong-shiki. Donc les choses vont quand même plutôt bien pour les Dong Bong-shiki, 2007 également, que ce soit au Japon ou en Corée, ça va plutôt bien. Et arrive 2008, l'année de l'album qui va tout péter. L'année où la title du siècle est sortie, les gars. Vous savez de quelle chanson je parle? Je parle bien sûr de Mirotic. Non, Mirotic c'était THE chanson. Alors il y a quand même eu quelques polémiques autour de cette chanson là. Première chose, le Under My Skin,
ça n'a pas trop plu, donc quand ils ont fait leur Mirotic Tour, ils ont dû changer en fait le Under My Skin parce que c'était beaucoup trop suggestif, et ils l'ont changé en Under My Sky. Je l'ai jamais entendu. Moi j'ai jamais entendu ça. Mais apparemment ils l'ont changé. Mais moi je m'en fous, moi je connais Under My Skin. C'est bon. On va pas être prude sur Under My Skin, c'est bon. Vraiment pour vous dire, les chansons, parce que je crois qu'elle avait été interdite de diffusion à cause de ça. Hein. Aujourd'hui, vous entendez souvent, assez régulièrement justement qu'il y a des chansons qui sont interdites de diffusion parce que langage vulgaire, des trucs comme ça. Genre là, c'était Under My Skin. C'est bon. Bon, je crois qu'ils disent d'autres choses quand même dans la chanson. C'est vraiment, cette chanson est très suggestive. On va être totalement franc, mais ça va. Mais en vrai, ça a été un banger, mais un banger de chez banger. Vraiment, la chanson, elle a explosé. Et il y avait donc un second scandale qu'il y a eu autour de cette chanson-là. C'est que en fait, on va accuser les Dobonchiki d'avoir, enfin, on accuse eux, mais c'est l'agence du coup, on les accuse de plagiat. Ah! Pourquoi? Parce qu'en fait la chanson Mirotic a été vendue à plusieurs personnes et il y a la chanteuse Sarah Connor. Alors si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est allemande, je suis pas sûre, en tout cas je crois qu'elle est européenne en tout cas, qui a sorti également une chanson qui s'appelle Under My Skin. Et si vous doutez de la véracité de cette information là, du fait que justement ils ont vendu exactement la même chanson à deux personnes, je vais vous donner un exemple de Mirotic. Et maintenant je vous donne un exemple de Under My Skin de Sarah Connor. Voilà, en tout cas cette affaire là va vraiment secouer un peu l'industrie en mode oui ils ont plagié etc. Bon très vite comme je l'ai dit on apprend bien sûr que c'est le producteur qui l'a vendu à plusieurs personnes et les deux l'ont utilisé. À savoir que dans l'industrie c'est quelque chose qui se fait très régulièrement, qui se fait très souvent, et le problème c'est que souvent on commence à parler de plagiat sans plus vérifier les sources. Par exemple, parce que pour vous dire vraiment que c'est assez courant et surtout que ce soit à la SM ou dans d'autres agences, on a par exemple le groupe Shiny qui avait sorti le titre Juliette. Titre que j'adore, d'ailleurs je tiens à préciser, j'adore cette chanson. Et il faut savoir qu'à l'époque, moi, je vous le dis, parce que je l'ai découvert toute seule, c'est après, longtemps après que j'ai découvert que les gens l'ont découvert aussi, mais j'étais fan de Corbin Bleu, c'est un acteur qui a participé à High School Musical, je suis une grande fan d'High School Musical, voilà, c'est mon enfance, je chante encore les chansons d'High School Musical, oui, je fais les duos Zac Efron, Vanessa Hudgens quand ils sont en mode oh ouais, oui. Je fais ça chez moi, je fais mon karaoké avec High School Musical, vraiment pour vous dire ma passion. Bah Corbin Bleu, qui est donc un des acteurs donc de High School Musical et qui a fait un peu de jumping parce qu'il avait vraiment sa petite popularité, il a sorti également un son qui s'appelle Deal With It. Et quand j'ai écouté, parce que moi j'écoutais les sons de Corbin Bleu, j'ai écouté ces sons, quand je l'ai entendu Deal With It, j'écoutais de la K-pop déjà à cette époque. Bah je me suis dit c'est bizarre, ça ressemble à Juliette. Je vous mets encore un exemple, Juliette. Deal With It. Voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est la même chanson. Oui, c'est la même chanson et ce n'est pas du plagiat, c'est juste qu'elle a été vendue à plusieurs personnes. Dernier exemple, justement pour montrer que c'est pas que la SM, hein, c'est dans toutes les agences, hein, je tiens à préciser. Et c'est même pas que agence, c'est dans toute l'industrie musicale que c'est comme ça. On va prendre l'exemple en fait des Double S 501 qui avait sorti le banger Love Ya. Et cette chanson, et d'ailleurs si vous saviez l'amour que j'ai pour les Double F 501, je pense vraiment c'était les ennemis un peu des Dobonchiki. Vous savez, je vous ai dit DSP, SM, ils avaient toujours leur truc. Eux ils avaient les Double S 501 dans la DSP. Ce groupe, oh, vous voyez, on avait Mirotic pour DBSK, enfin DBSK, bah pour les Double F 501, c'était Love Ya. Ils avaient chacun leur hymne. Vraiment, c'est devenu leur hymne. Genre, quand tu parles d'eux, tu penses à ça en premier. Tu penses d'abord à ces sons-là. Ils ont d'autres chansons, mais tu penses à ça. Et ben, par exemple, eux, ils avaient sorti donc Love Ya. Et en fait, à l'époque, et je vous assure, moi je suis fan de beaucoup de gens, j'étais fan d'un groupe japonais qui faisait partie donc de la Johnny's Entertainment qui s'appelle Kiss My Feet 2. Et en fait dans ce groupe là ils ont fait leur début avec le titre Everybody Go. Bref, ce début là c'était en fait pour l'opening d'un drama japonais qui était la version japonaise de You Are Beautiful, un drama coréen mais qui vient d'un manga en fait à la base. Voilà, donc il y avait des membres du groupe qui participaient en fait à ce drama là et donc ils ont fait la chanson titre qui était donc Everybody Go.
elle est pas mal, vraiment les B-sides explosaient de la title. Mais bref, justement, dans les B-sides, on va retrouver SO Kiss. SO Kiss ressemble à quoi? Bah ça ressemble à Lovia du coup. Donc je vous mets un petit extrait. Voilà, donc vous avez Lovia, vous avez SO Kiss. C'est la même chanson. Voilà, c'est exactement la même chanson parce que c'est le même producteur. Voilà, non, vraiment pour vous faire comprendre que c'est quelque chose qui est très courant dans l'industrie, on le sait tous. Les producteurs peuvent vendre leurs chansons en fait à plusieurs personnes. Les gens l'acceptent ou pas. Des fois ils font une chanson pour une personne, la personne le refuse et c'est quelqu'un d'autre qui la récupère. Et parce qu'ils se disent ah mais pour tel album ça pourrait être sympa, on dit est-ce que tu peux travailler sur un son, fais-moi un son, ok, ah bah finalement on n'en veut pas, mais tu la vends à quelqu'un d'autre qui dit ah mais nous on la veut, elle est intéressante. Comme plusieurs personnes peuvent la récupérer et le faire, c'est ce qu'on a eu le cas par exemple donc avec Mirotic et Under My Skin de Sarah Connor et des TVXQ. Du coup ils ont la même chanson mais parce que tous les deux ont accepté la chanson. Donc moi je dis vraiment avant de parler de plagiat, il faut vraiment réfléchir, est-ce que c'est un sample, est-ce que juste la personne, le producteur a vendu sa chanson, est-ce que c'est une coïncidence, des fois c'est juste les mêmes notes, genre les mêmes notes sont utilisées partout hein. Faut savoir, on dit toujours les mêmes notes un peu partout, c'est très facile de récupérer une note qui ressemble à une chanson d'une autre personne. Ça peut être juste une coïncidence comme ça peut être du plagiat. Donc c'est très compliqué et il faut vraiment partir du principe que dès qu'il y a des histoires de procès autour de plagiat, souvent c'est un peu compliqué, surtout quand on parle de musique, c'est très compliqué de déterminer quand il y a un plagiat ou non, par moment. Parfois c'est évident, parfois on va se dire ouais c'est évident, mais des fois ça ne l'est pas forcément. Ils appellent justement des professionnels de la musique pour qu'ils écoutent et déterminent s'il y a plagiat ou non. Donc vraiment les gars, avant de vraiment commencer à tomber sur des artistes parce que oui plagiat etc, regardez les crédits. Regardez qui est en crédit et vraiment, prenez le temps de vérifier avant de vraiment crier au plagiat. Parce que vraiment, je trouve qu'on crie au plagiat très vite aujourd'hui dans l'industrie et c'est fatigant. C'est fatigant à un moment donné. Faut remettre les choses dans le contexte. Voilà. Bref, en tout cas, donc il y a eu cette histoire-là autour de Mirotic, mais c'est pas ça qui a empêché à la chanson d'avoir un succès international, de naviguer un peu partout et que jusqu'à aujourd'hui elle soit reprise. Ils vont également mettre en avant l'album avec le titre Wrong Number. Cette chanson est incroyable et je suis désolée, je suis obligée d'en parler de Wrong Number parce que sous-côté. Sous-côté. D'ailleurs, j'ai vu que cette chanson avait été reprise, je sais plus c'était quand. Elle a été reprise, j'étais en mode oh, les gens connaissent l'existence de cette chanson. Non mais et justement c'était une chanson aussi très sexy. T'avais Jae-Jung qui était sur le sol comme ça là, en mode oui, j'ai mon number et tout. Et ils étaient dans le sexy. Ils ont dit les gars c'est fini juste être cool, mignon. Non, on est sexy, nous sommes des hommes maintenant, d'accord? Nous sommes des adultes. Et en tant qu'adultes, regardez. Non vraiment je vous assure. Wrong Number. D'ailleurs dans l'album Mirotic, qui est un de mes albums d'ailleurs préférés en fait des TVXQ, enfin dans Bong Shinki, vu qu'on est encore en période de Bong Shinki. Dans cet album là il y a ma balade préférée de tous les temps, d'ailleurs ma chanson préférée de Bong Shinki ever, c'est enfin une de mes chansons préférées, vraiment top 1, c'est Love in the Ice. C'est une balade, mais cette balade vraiment, si vous voulez les vocalises, vous voulez entendre des vocals de malade, vous voulez être déprimé en entendant une musique, genre vous êtes triste et vous êtes là, mettez-la. C'est pas des vannes, je vous mets de toute façon un extrait parce que cette chanson est incroyable, mais non vraiment TVXQ, vous avez des bons sons. Ils avaient des bons sons. Oh Seigneur. Bref, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Là vous allez me dire bon ok Jae-Jung, bon il a eu des petits trucs, des petits accrochages, mais ça va. Voilà, des petits problèmes, ça va. Des petits dommages collatéraux, mais ça va. 2009. En 2009, on va découvrir que Jae-Jung, Yoo-chun et Junsu vont porter plainte contre la SM Entertainment. Ils vont porter plainte pour plusieurs choses. Première chose, c'est le contrat d'exclusivité qu'ils ont avec la SM qui était de 13 ans renouvelable. Hein? Et justement, ils accusaient ce truc-là en disant que en fait, ils ne peuvent même pas avoir d'autres activités à côté à cause de ce contrat d'exclusivité qui est en plus hyper long et qui, selon eux, est abusif. Il y a également le fait qu'ils ont porté plainte sur le fait qu'ils avaient un rythme de travail effréné. Genre vraiment, leur rythme de travail était soutenu et ils n'avaient même pas de temps de se reposer. Et dernière chose, ils ont porté plainte aussi pour l'argent parce qu'ils partent du principe qu'ils n'ont pas été payés depuis février 2009. Donc à savoir que quand même, je crois qu'ils ont porté
porté plainte en juillet 2009. Voilà, je suis en train de regarder comme les dates. En juillet 2009, ils ont porté plainte contre la SM. Donc vous imaginez, on est en juillet, ils sont pas été payés depuis février. Et on part du principe quand même que les gars, ils ont sorti Mirotic juste avant. Et qu'avant, ils ont eu plein d'autres bangers et qu'ils ont mis un succès monstre. Ils ont fait des Asia Tours. Et ils ont pas d'argent. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Donc vous imaginez qu'à un moment donné tu portes plainte. Donc avec la SM ils vont rentrer donc dans des histoires de plainte. Il faut savoir que ce procès là va durer 3 ans. C'est pas des vannes. De toute façon vous savez déjà que les procès ça prend du temps. Mais vraiment pour arriver à la fin de ce procès là ce sera en 2012. C'est en fin 2012 que les choses vont s'arrêter pour cette histoire de procès avec la SM Entertainment. Pour vous remettre dans le contexte, quand il y aura cette histoire de plainte, ils vont gagner. Il faut savoir vraiment, ça c'est quelque chose qu'on oublie. C'est quelque chose qu'on oublie. En fait, ils vont gagner face à la SM Entertainment. Je crois que c'est en 2010. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Soit c'était fin 2009, soit c'était en 2010. Mais en fait, ils vont gagner le procès par rapport au contrat d'exclusivité. Donc, ils vont pouvoir être libérés de la SM Entertainment. Bah, la SM, ils vont les foutre dehors. Alors là, ils vont dire, bah, tu dégages des dortoirs. Eux, ils dormaient justement dans le même dortoir que les autres membres. On va les dégager. Et justement, la cour avait essayé de faire en sorte que... l'ASM ne puisse pas empêcher aux membres du groupe, de pouvoir se produire et surtout de se produire au Japon parce qu'en fait entre temps, le temps qui est un peu tout ça, bah, les activités de Dongbang Chiki, bah, c'était mort, que ce soit en Corée ou au Japon. Au départ avec l'ASM, avec Strax, ils ont dit que non, on va essayer de garder les activités ensemble et tout, mais il y a des rumeurs qui disent que c'est un peu compliqué d'avoir tous les moments ensemble parce qu'en fait on va leur demander de ne plus avoir de contact ni avec Changmin ni avec Yuno. C'était interdit, ils pouvaient plus avoir de contact les uns avec les autres. C'est pour ça qu'ils ont déménagé d'ailleurs très vite du dortoir. Et comme ils pouvaient pas avoir d'activité en Corée du Sud parce que tout a été bloqué et que eux ils avaient, enfin que Jaejung, Yochun et Junsu avaient une forte popularité parce que TVXQ, ils sont repartis au Japon. Donc déjà ils sont rentrés dans une nouvelle agence en Corée et ils sont partis se produire au Japon avec Strax, vu que c'était toujours sous ce label là, sous le nom de JYG, et ils vont d'ailleurs sortir leur premier mini album chanson. Le mini est incroyable, franchement. La title en vrai je m'en fous, je vous le dis honnêtement, la title je m'en fous, mais Long Way et W, non vraiment Long Way c'est ma chanson, genre un peu, elle est un peu mignonne, elle est un peu c'est un peu nostalgique, ça va, c'est cute. W, elle t'arrache le cœur. Vous voyez Love in the Eyes? C'est ça, c'est W. La chanson, tu souffres. Mais tu l'écoutes, tu souffres. Ah, vraiment. Ils vont reprendre leur activité au Japon en 2010. Le problème, c'est qu'en fait, leur agence coréenne va porter plainte contre Avex-Trax parce qu'en fait, Avex-Trax va les empêcher de faire leurs activités à un moment donné. Donc oui, ils étaient en plein procès au final avec la SM et ils se retrouvent en plein procès avec Avex-Trax pour qu'ils puissent en fait cutter le contrat d'exclusivité parce qu'en fait, ils les empêchaient de se produire. Donc du coup, comme je vous ai dit en fait avec la SM Entertainment pour le procès, donc ils ont gagné pour la partie de contrat d'exclusivité, mais en fait la SM va faire appel. C'est pour ça que le procès est beaucoup plus long que prévu, c'est qu'en fait la SM va faire un appel et va donc porter plainte contre les membres pour qu'ils puissent payer une certaine somme, je crois que c'était 2,2 milliards de won en dédommagement. Voilà, c'est ça. C'est bien ça, 2 milliards de won parce qu'ils auraient annulé justement des concerts et aussi c'est par rapport à une marque de cosmétiques avec qui ils étaient en contrat. Enfin bref, ils vont porter plainte contre eux et qu'ils vont attendre qu'ils leur remboursent. Faut savoir que toutes les plaintes que la SM va déposer contre la JYG vont être rejetées par la cour. Il n'y en a qu'une seule qui va rester, c'est par rapport au contrat en fait qui liait les 3 membres avec la SM Entertainment. Et vraiment genre même à un moment donné dans le procès, je crois que c'était en 2011, on va appeler une personne qui travaille dans la comptabilité de la SM pour qu'il puisse expliquer les revenus de l'agence et expliquer les revenus des garçons. Il sera incapable de dire où est passé l'argent. Frérot, l'argent est où? Incapable de dire où l'argent des TVXQ est allé et où pourquoi eux ils sont peu payés. En fait, ils pouvaient pas expliquer. Donc vraiment pour vous dire, la SM ce sont des voleurs. Alors, je sais pertinemment que en termes de comptabilité, souvent de grosses entreprises, c'est assez particulier et assez compliqué à définir. Je travaille moi-même dans de la comptabilité, je tiens à préciser. Mais quand même, ça reste relativement en fait, la manière dont le comptable est quand même eu du mal à bien dire où est venu l'argent, combien d'argent ils ont pu gagner parce que il
il y a quand même des chiffres qu'on peut retrouver et on peut déterminer à peu près combien justement a pu rapporter le comeback de TVXQ ainsi que les Asia Tour et tout ce qui s'ensuit, donc les pubs, etc. Donc ça reste très étrange. Je tiens juste à le rajouter, ça reste étrange, même si je sais bien dans une grande entreprise, surtout dans le domaine du divertissement, la comptabilité n'est pas forcément pareille. Bref. Bref, mais ça on sait déjà. On sait déjà, les SM sont des voleurs. Mais bref, le dernier jour de procès va souvent être remis à plus tard. À un moment donné, en fait, ils vont faire un accord à l'amiable et c'est ça qui va représenter en fait le résultat du procès. Ils vont avoir un accord à l'amiable en fait avec les membres de GYG, du coup, vu qu'ils sont plus TVXQ, enfin, ils sont plus Dongbang Shiki et avec la SM Entertainment. En 2011, donc, un peu avant la fin du procès, donc quand ils ont déjà eu le premier résultat que ils ont plus le contrat d'exclusivité avec la SM Entertainment va donc annoncer que les Dongbang Shiki vont donc continuer à 2 et on va plus les appeler Dongbang Shiki mais TVXQ. Pourquoi TVXQ? En fait c'est la version japonaise de leur nom. Donc le nom en chinois pour l'acronyme TVXQ en fait c'est Tongfeng Shenshi. Voilà, je l'ai très mal prononcé. J'ai voulu faire genre, mais je l'ai très mal prononcé. Ils ont donc plusieurs noms en fait, que ce soit en japonais c'est les Toho Shinki, donc ils avaient vraiment un nom en fonction des pays et donc pour changer, vu que maintenant ils sont plus que 2, ils vont donc utiliser le terme TVXQ et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on parle de ce couple là, on dit TVXQ et puis Dongbang Shiki parce que moi, c'est vrai que je les ai connus en les appelant DBSK, moi d'ailleurs je disais DBSK, hein. Voilà, moi je prononce ça à la française parce que je suis française. Et c'est vrai que moi je les ai toujours appelés comme ça et je me disais c'est bizarre pourquoi maintenant il y a marqué TVXQ, tout le monde quand ils cherchent ils disent TVXQ et c'est vrai que j'avais jamais capté mais en fait c'est au moment du procès du coup qu'ils ont changé, dès qu'ils se sont retrouvés plus que 2, ils ont changé le nom. Donc en tout cas pour Jejung c'est fini avec TVXQ et ils avaient donc leurs activités avec GYG mais comme je vous ai dit avec Avextrax, ils ont été en procès, donc ils ont également dû stopper leurs activités pendant un moment au Japon, mais c'était encore l'histoire de contrat. Et puis de toute façon, ils avaient un contrat en fait avec SM à la base, puis enfin, en fait c'était un bordel sans nom ces histoires de contrat, et donc forcément en fait ça posait problème partout. Et il faut savoir en fait, et ça c'est un truc qu'on... c'est pas forcément avéré, mais on a quand même la preuve parce que c'est quand même après plus de 15 ans que Jejung arrive dans les émissions de télé. Il y avait quand même une histoire comme quoi la SM avait boycotté en fait les membres du groupe et que justement pendant la période où ils étaient en procès, ils n'avaient pas le droit de se produire du tout en Corée du Sud. C'est pour ça qu'ils sont partis au Japon. C'est parce qu'en fait comme ils étaient encore sous SM et en tout cas ils avaient encore cette histoire de procès, ils sont partis au Japon parce qu'ils ne pouvaient pas du tout se produire en Corée du Sud et ils n'avaient pas le droit. Ils n'avaient pas le droit d'aller dans des émissions de télé et en fait c'est vrai qu'ils ont donc SM a perdu parce qu'il faut savoir aussi que l'opinion publique n'était pas forcément des plus favorables, en tout cas en Corée, pour les membres. Hein. On remet dans le contexte, on est quand même en 2009-2010. À l'époque, quand tu portais plainte contre ton agence, les fans ne prenaient pas pour toi. Hein. L'opinion publique allait pour l'agence parce qu'on partait du principe tu craches dans la main de la personne qui te nourrit. C'est un peu comme ça qu'ils voyaient les choses et c'est vraiment avec les années on a eu de plus en plus de procès et on s'est quand même beaucoup plus rendu compte que les agences exagéraient, que les fans ont commencé à être beaucoup plus du côté en fait au final des artistes que de l'agence. C'est pour ça que par exemple pour 50-50, dans mon cas par exemple, j'ai beaucoup été plus du côté des membres même s'il y avait des choses, ça puait du cul, faut le dire, mais j'étais un peu plus de leur côté parce que je sais que les agences souvent abusent. On sait que les agences souvent abusent un peu de leur pouvoir et du fait que c'est eux qui donnent l'argent en fait aux idoles et qu'ils justement prennent trop d'argent et de ce fait on se dit bon, on sait que les contrats sont pas très clean. On a eu le cas avec BBC, on a le cas avec la TS, enfin on a le cas avec beaucoup d'agences. Il y a beaucoup d'agences qui ont été au tribunal avec leurs artistes, donc vraiment pour vous dire c'est quelque chose qui est courant, mais c'est vrai que à l'époque c'était quand même plutôt mal vu et moi dans mes souvenirs, bon les fans étaient encore là, mais c'est vrai que l'opinion publique était pas forcément des plus favorables et ils venaient pas dans les émissions télé. Alors Jejung lui il a participé à des dramas après ça, mais c'est vrai que les émissions de télé, on n'a plus jamais revu les GYG, même pour faire les promotions de leurs sons. Genre par exemple, Junsu, pourtant il fait des chansons bien, on le voyait nulle part, mais je pense que c'est vraiment certainement l'accord que SM devait avoir, peut-être même avec les émissions, etc. Et c'est vrai que j'ai cette impression que comme Lissoman, il est vraiment parti, genre il est plus actionnaire du tout de la SM. Genre comme par hasard, quand il est plus officiellement, parce il avait vraiment vendu toutes ces actions là en mars, comme par hasard en mars, Jejung, il arrive à aller dans des émissions. Coïncidence? Je ne crois pas.
Oui, là, ça fait très théorie du complot. Par contre, là, je l'admets, je suis un peu dans la théorie du complot pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut remettre dans le contexte le tout. Mais bref, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur donc l'histoire de Jae-jung et sur le procès donc avec l'ASM. Donc l'ASM a perdu. Voilà, conclusion, l'ASM a perdu et il leur a rendu leur liberté après. Et ça a été quand même, je pense, vraiment très difficile pour eux par rapport aux médias parce que c'est vrai que, comme je vous ai dit, l'image de l'opinion publique, genre quand tu portes plainte contre ta propre agence, c'est pas positif du tout pour toi. Enfin, aujourd'hui ça change, mais à l'époque vraiment c'était compliqué. Et je pense vraiment les gens étaient un peu fâchés. Genre ils étaient en mode ouais, on va pas. Enfin, vous imaginez les médias, genre accueillir des gars qui ont quand même porté plainte, qui ont fait partie d'un énorme groupe, parce que les TVXQ c'était pas n'importe qui, ils ont fait partie d'un énorme groupe, d'un gros label, une grosse agence de divertissement coréenne qui a une influence de malade. Tu n'accueilles pas ces gens là chez toi en fait, tu fais pas ça. Voilà, donc il y a eu tout ça qui s'est passé, mais maintenant c'est fini, la page est tournée. Il peut enfin aller dans des émissions de télé. Jae-jung, vis ta vie, marie-toi, parce que t'es pas encore marié, même Chongmin est marié. C'est le McNay, il est marié. Le gars est marié. Frérot, marie-toi. Si tu veux, je suis disponible. Alors oui, j'ai dit que je t'aimais pas avant, mais écoute, on évolue, on change. Je me suis même maquillée pour toi. Regarde mon visage. Je me suis fait belle pour toi. J'ai des qui coulent, mais regardez comment je suis mignonne. Waouh, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est partie un peu dans tous les sens sur la fin. Je m'en excuse d'avance. Je ne l'ai pas écrite, ça se voit. Ça se voit que j'ai pas écrit du tout de... De toute façon, j'écris, mais je suis jamais vraiment mes scripts. Mais là, j'ai pas du tout écrit parce que bah c'était... C'est la vidéo du cœur, celle-là. C'est un peu comme Astro. Astro, je l'ai écrite quand même un petit peu. Mais parce que justement, ça partait un peu dans tous les sens. En fait, si je parle vraiment qu'avec le cœur, et on comprend rien. Mais ouais. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses par rapport donc à l'histoire de Jae-jung et des TVXQ. J'espère que vous aurez donné envie d'aller écouter les sons de TVXQ à l'ancienne, parce que vraiment ils avaient d'excellentes musiques et l'ASM a toujours fait de très bonnes productions. En tout cas, ils ont toujours travaillé avec de très bons producteurs. Ils ont des artistes incroyables. Là, ça c'est vraiment quelque chose qu'on pourra jamais retirer au Dongwon Shiki ou TVXQ, et même les artistes de la SM, ils ont d'excellents vocalistes. Parce qu'aujourd'hui c'est un peu le sujet du jour. Oui, les idols savent plus chanter, etc. En tout cas, la SM, ça chante. Oh, ça chante. Et ça a toujours chanté. Franchement, ça a toujours chanté. Ils ont toujours eu des gens avec des vocalistes. Genre, on a gardé Chongmin et Yuno. Ils ont réussi à faire le taf. Voilà, ils ont réussi à faire le taf, faire le high note et tout. Même si à la base, on avait quand même beaucoup Junsu qui faisait les high notes. Ah, Junsu. Ah, Junsu très sous-côté. Junsu sous-côté. De toute façon, tous les membres sont sous-côté parce qu'ils avaient tous de très belles voix. Bref, je vais donc m'arrêter là. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like. Si vous avez envie de voir de futures vidéos un peu comme ça, sous FaceTime, etc., abonnez-vous. De toute façon, sur ma chaîne, je fais beaucoup de choses. Enfin, j'essaye de faire le maximum de choses parce que je suis passionnée par beaucoup de choses. Mais vous avez la version vidéo réaction quand j'ai pas le temps de faire des vidéos longues. Vous avez les Soshi News quand je parle de news qui sont assez importantes. D'ailleurs, je vais pas tarder à faire une vidéo après dessus sur les news qui sont passées dans la K-pop récemment. Donc pour le mois d'avril, oui, d'avril du coup. Et ben, vous avez mes let's play d'amour sucré. Parce que je fais aussi des let's play d'Otome Game. Voilà. Bref, on se dit donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse là. La vidéo est déjà extrêmement longue. Je sais pas comment je vais faire au montage. Je vais pleurer. Donc on se dit à bientôt. C'était Audrey.